Bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur Télé 50. Vous regardez votre magazine Décryptage. Pour ce nouveau numéro, nous recevons encore un acteur politique, sa famille politique, le PPRD, le parti présidentiel. Avec lui, nous allons faire le point sur deux enjeux principaux de l'heure en République démocratique du Congo, le dialogue avec ses contours, mais nous allons également parler des élections. Pourquoi pas parler aussi de la situation économique de l'heure. Échange franc avec cet acteur politique, Serge Kadima, notre invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Floride pour cette invitation. Voilà, Serge Kadima, vous êtes cadre du PPRD, le parti politique du président de la République, le chef de l'État Joseph Kabila, le parti présidentiel. Comment se porte le parti aujourd'hui à l'heure où les choses s'annoncent être un peu plus difficiles pour vous? Non, bon, peut-être ça c'est votre perception. Les choses ne sont pas difficiles pour nous dans la mesure où nous sommes organisés. Nous sommes très bien organisés. Donc, étant donné que nous sommes organisés, nous considérons que la situation est normale. Et évidemment, comme on dit, chaque saison porte ses fruits. Et nous considérons que les circonstances actuelles nous ont permis, nous aussi, de nous organiser. Et c'est ce que nous faisons tous les jours au parti et généralement chaque vendredi au café politique où, avec le secrétaire général et le professeur Rimova, nous avons des enseignements pour comment nous comporter pendant cette période. Et vous savez bien que la stratégie est faite d'adaptation. Donc, nous nous adaptons à la situation actuelle et nous considérons qu'il n'y a pas de problème, tout ira mieux et surtout que nous défendons, nous soutenons également les dialogues. Mais Monsieur Serge Kadima, vous êtes démocrate, vous aimez la démocratie. Est-ce que, au sein du parti présidentiel, on se prépare à l'alternance? J'ai suivi un acteur politique de l'opposition qui a dit récemment « l'alternance aura lieu bel et bien dans ce pays ». Est-ce que vous aussi vous préparez à l'alternance? Bon, je pense que nous devons quand même fournir un effort pour comprendre c'est quoi l'alternance. Ce n'est pas que lorsqu'on est démocrate ou bien lorsqu'on soutient, on défend la démocratie, qu'on doit se dire que parce que le mandat du président Kabila est à son terme, qu'il faut qu'il se retire et que la majorité présidentielle croise les bras pour que les autres viennent prendre le pouvoir. Ce n'est pas ça la démocratie et ce n'est pas ça l'alternance. Comment au sein de votre parti vous comprenez l'alternance alors? Bon, moi je pense tout simplement qu'aujourd'hui, on ne va pas inventer la roue. Il y a une constitution qui avait été rédigée par les hommes et les femmes, tous congolais. Il y a une constitution qui avait été adoptée au travers les référendums en 2005 par la population congolaise. Et la constitution, en fait, a déjà prévu tout ce qui peut arriver dans ces pays. En ce qui concerne les élections, je pense que vous voulez parler des élections, oui. Vous voulez parler des mandats du président, jusque-là, je pense que la Constitution elle est claire. La Constitution elle est claire et nous, en tant que les leaders, nous devons respecter la Constitution. Alors, respecter la Constitution, c'est respecter du premier chapitre au dernier chapitre. Donc, il s'est fait que l'actuelle Constitution dispose que les mandats du président Joseph, sinon les mandats du président de la République, parce que ce n'est pas nominatif, est de 5 ans renouvelables une fois. Alors, pour des contraintes que tout le monde connaît, on ne s'est pas organisé, si on doit être honnête, on ne s'est pas organisé les élections au mois de novembre comme tout le monde le souhaiterait. Alors, dans ces cas-là, que dit la Constitution? La Constitution, dans l'article 70, c'est là où, M. Floride, vous allez me donner quand même l'opportunité, sinon l'occasion, de saluer l'intelligence d'Olivier Kamitatou, de l'honorable Olivier Kamitatou, de l'honorable Mwando Simba, ainsi que l'honorable Lutundula, qui était à l'époque, pendant qu'on rédigeait l'actuelle Constitution, respectivement, président de l'Assemblée nationale, je parle de l'honorable Olivier Kamitatou, l'honorable Mwando Simba, président de la commission PSG, la commission qui avait en fait soumis les projets de l'actuelle Constitution. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on avait proposé la Constitution, l'article 70 n'avait qu'un seul alinéa. Le premier qui disait que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une fois. Alors, l'intelligence de ces 3 députés, de ces 3 dignes fils de ces pays, avaient déjà compris. Ils avaient déjà compris qu'un jour, on peut se retrouver dans une situation telle que... Où il est difficile d'organiser des élections. Où il est difficile d'organiser des élections, pour une raison ou une autre. Peut-être pour des raisons, peut-être l'atmosphère délétère, oui. Peut-être pour des contraintes budgétaires, peut-être pour telle ou autre raison. Ils ont insisté pour qu'on puisse insérer l'alinéa 2, qui prévoyait sinon qui gérait déjà un conflit, ou bien qui gérait déjà un dépassement d'un jour. L'alinéa dit que le président de la République, toutefois, virgule, les présidents de la République restent en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu.
Donc, cet alinéa gère déjà les problèmes qui pourraient advenir si jamais on n'organisait pas les élections dans les timings. Comme le cas présent. Comme des cas présents. Alors, je pense que la meilleure façon de respecter la Constitution, la meilleure façon de respecter la population congolaise, c'est respecter la Constitution, respecter évidemment cet alinéa qui avait été accepté au référendum par la population congolaise. Et qui a été interprété par la Cour. Évidemment, parce que la Constitution donne le pouvoir à la Cour d'interpréter. La Constitution ne donne pas à quiconque le pouvoir d'interpréter. Lorsque le président de la République a fait sa tournée dans l'Est, le président a utilisé deux termes en lingala très usuels, Yebela, Wumela. Il a dit qu'il entend les gens dire Wumela. Par la suite, il a dit qu'il y aura des élections dans ce pays. Ça veut dire que le président de la République met même en garde les membres de sa famille politique qui disent Wumela. C'est pas ça, c'est pas ça la compréhension que vous avez? Non, je pense que le président est respectueux de la Constitution. Il ne peut pas étouffer la liberté d'expression. Donc, lorsque les gens disent que Wumela, contrairement à ceux qui pensent que quand nous parlons de Wumela, c'est-à-dire que nous souhaitons l'éternité au président de la République en tant que président de ces pays. Quel est le sens que vous accordez à ce mot, vous, du PPRD, quand vous le dites? Personnellement, lorsque moi j'ai dit par exemple que le président Kabila Wumela, c'est par rapport aux œuvres, à ses réalisations, aux actions du président Joseph Kabila. Vous savez, le président de la République n'est pas éternel. Que ses actions demeurent. Toujours. Et ça va encore demeurer. Parce que le président Joseph Kabila n'est pas éternel. Il n'y a que Dieu. Moi, je suis un chrétien. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Le président Kabila passera un jour. Le jour où on aura des bonnes élections dans ces pays, il y aura flambeau civilisé, passation de flambeaux civilisés entre le président Joseph Kabila et notre président. Mais par rapport à Wumela, 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, les gens se rappelleront de la formule 1+4. 30 ans plus tard, les gens vont se rappeler que c'est grâce au président Kabila qu'on a construit l'immeuble du gouvernement. 10 ans plus tard, les gens sauront que c'est le président Kabila qui a fait que nous puissions aujourd'hui avoir un boulevard à la taille que tout le monde connaît. Donc la plus grande route, même en Belgique, on n'en trouve pas. Donc lorsqu'on dit le président Kabila Wumela, c'est par rapport à ses actions, par rapport à ses œuvres et par rapport à sa constance dans la recherche de la paix. Qu'on perd de la démocratie dans ces pays, qu'on perd des élections dans ces pays. On a fait 32 ans avec le président Mobutu, on n'a jamais eu des élections. C'était un souhait de tout le monde. Grâce au président Kabila, on a eu 2 fois les élections, on aura une 3e fois, il y aura une 4e fois. Donc il restera pendant longtemps dans nos esprits. Très bien. Alors, une fois que les élections seront organisées dans ce pays, je ne sais pas quand, peut-être pas en 2016, en 2017, 2018, à l'issue de ces concertations, à l'issue de ce dialogue, au sein de la famille politique du président de la République, au sein du PPRD, vous vous préparez déjà à un autre candidat. C'est ça la démocratie. Bon, c'est ça la démocratie. En démocratie, en principe, lorsque le mandat tend vers la fin, il faut préparer notre candidat. Alors, pour le moment, vous semblez oublier que le président Joseph Kabila a eu la faveur du peuple congolais à travers les élections de 2011. Le peuple congolais lui a donné un mandat de 5 ans. Et les 5 ans n'est pas encore à terme. Il a placé son mandat sous le signe dissocial. Alors, nous, PPRD, sa machine politique, nous avons l'obligation de l'accompagner pour d'abord qu'il puisse atteindre les assignations, c'est-à-dire qu'il puisse faire, qu'il puisse réaliser, sinon faire les travaux pour lesquels il avait été élu. Et c'est à ce moment-là, fort du résultat du travail qu'il aura accompli pendant 5 ans, que nous serons, s'il faut le dire, à mesure de proposer quelqu'un d'autre. Parce que ça sera la continuité de la majorité. Si jamais le mandat du président, on n'arrivait pas à l'accompagner pour que ça soit un succès, même si on proposait un candidat, ça ne va pas passer. C'est comme ça que nous, pour l'instant, nous sommes mobilisés à l'accompagner pour qu'il puisse accomplir sa mission. Il y a une chose que la famille présidentielle, le PPRD, n'arrive pas à, ou le pouvoir, je vais dire, le pouvoir n'arrive pas à accorder, à octroyer à l'opposition. Avant la tenue de ce dialogue, il y a des préalables. L'opposition voulait avoir un facilitateur international, vous avez accepté. Un groupe au soutien international, au dialogue, vous avez accepté. Mais il y a une chose que vous ne voulez pas du tout accorder à l'opposition, c'est organiser ce dialogue selon la résolution 2277. Pourquoi vous ne l'accordez pas à l'opposition? Non, je pense que c'est un faux fuyant. Vous-même, vous êtes en train d'évoquer tant de choses que l'opposition a sollicitées. Je vais vous dire une chose. Le dialogue a été sollicité d'abord par l'opposition, surtout celle dite radicale. Je fais allusion à l'UDPS, et qui avait été suivie par l'UNC. À l'époque, lorsque l'on organisait les concertations... Ça, on le sait. Ça, c'est l'histoire. Et le président de la République a adhéré dans ces chemins-là.
Mais avant qu'il ne s'engage, il a initié quand même les consultations auprès de toutes les couches sociopolitiques de la nation pour avoir la perception ou bien qu'on lui dise les contenus qu'on voulait accorder à ces dialogues et l'importance, sinon l'opportunité de ces dialogues. Ça a été fait. Alors, comme l'opposition n'est pas prête, l'opposition a posé une condition, non, on ne peut pas organiser les élections sans la communauté internationale, il faut un facilitateur. Ok, au nom de la paix, le président Joseph Kabila, il a accepté. Il a accepté. On a eu un facilitateur. Oui. Le facilitateur a commencé à prendre contact avec l'opposition, la majorité, la société civile. Pour ce qui nous concerne, nous, la majorité, nous avons envoyé les listes. Ça, on conformément. Le sait. Oui. L'opposition avait promis, j'ai même suivi M. Félix Tshisekedi dans une émission où il disait que dans les heures qui suivent, nous allons envoyer la liste. Et les combats étaient entre les opposants, qui devaient assumer, qui devaient envoyer la liste, qui devait figurer, qui ne devait pas figurer. Et après, pendant qu'on attendait la liste, nous avions suivi une déclaration de nos compatriotes de l'opposition qui parlait cette fois-là d'un panel. Alors, est-ce qu'il faut se poser la question ou bien il faut considérer que ce sont des faux fuyants? Bon, nous faisons quand même confiance. Aujourd'hui, que le facilitateur est appuyé par d'autres, et nous disons, au nom de la paix, on accepte. Alors, ils viennent. Bon, pour entrer à la résolution 2277, les gens ont très mal fait la lecture de cette résolution. Ou soit, ils n'ont pas lu, ou soit, par mauvaise foi, ils ont lu seulement les phrases qui les intéressent, et ils ont oublié de faire la synthèse de toute la résolution. La résolution nous demande de faire un dialogue, conformément au respect de la Constitution. Qu'est-ce que cela signifie? Si on doit respecter la Constitution, on doit évidemment respecter l'article 69 qui dit que le président Joseph Kabila est le garant des institutions du fonctionnement de notre pays. Alors, parce qu'il est le garant, c'est lui qui convoque. Alors, vous voyez un peu que... Pourquoi, au nom de la paix, le président de la République n'a pas accepté, comme il a accepté les dernières fois, toutes les conditions? Non, maintenant, c'est un problème maintenant de souveraineté. Je vais vous dire une chose, oui. Qui va convoquer en dehors du président de la République? Qui va donner les cadres en dehors du président de la République? Parce que c'est lui le garant. Laissez cela à la communauté internationale. À la communauté internationale. Donc, on quitte la RDC pour aller tenir les dialogues en dehors du pays. Ça va se tenir ici, mais sous la facilitation ou sous la modération de la communauté internationale. Mais nous avons accepté la facilitation. C'est comme ça que je dis. Si ce n'est pas le président de la République qui convoque, donc on prend une personnalité de la communauté internationale qui vient, qui convoque, qui appelle le président de l'Assemblée nationale et qui dit non, il faut suspendre les plénières, on doit organiser les choses là-bas, ou bien on l'appelle le Premier ministre, donne-nous la salle. C'est contradictoire. Il n'y a que le président de la République qui peut offrir les cadres. Nous avions accepté l'idée d'un facilitateur. Pourquoi? On voulait donner des garanties à nos compatriotes de l'opposition. Il y a un problème de confiance également. Oui, mais parce qu'il y a un problème de confiance. Nous avons accepté cela au nom de la paix. Parce que nous voulons préserver les acquis de la démocratie et la stabilité dans notre pays. On a accepté l'idée de la facilitation. La facilitation, c'est déjà quelque chose qui viendra favoriser cette confiance. Parce qu'un facilitateur, on considère qu'il n'est pas de la majorité, il n'est pas de l'opposition. C'est lui qui va rendre, sinon qui va faire les bons offices. À chaque fois qu'il y aura divergence, il va essayer d'approcher chacun pour les ramener à la table de discussion. Alors, je pense que soit c'est un faux fuyant, et la population congolaise est en train d'observer. Nous avons tout fait pour la paix. Et nous considérons qu'il y a des hommes et des femmes de l'opposition ou bien de l'opposition qui vont comprendre qu'il faut forcément les dialogues. Parce que si on ne passe pas au dialogue, la crise va perdurer et ça sera encore très dangereux. Quelle est la compréhension que vous avez sur l'attitude de l'opposition à refuser les dialogues convoqués par Kabila? Non, là aussi, il ne faudra pas qu'on puisse généraliser. Il y a quelques compatriotes de l'opposition qui ne sont pas prêts à aller au dialogue parce que peut-être qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Nous disons qu'il faut rapidement organiser les dialogues pour que nous puissions avoir un processus électoral apaisé qui nous permettra de cimenter ce qu'on a déjà acquis jusque-là, depuis Sante City jusqu'à ce jour. Donc, je pense tout simplement que ces compatriotes, comme je le disais, ils ne sont pas prêts, ou alors ils sont de mauvaise foi, ou soit ils sont au service d'une certaine communauté internationale qui veut les sols et les sous-sols de notre pays, mais qui ne se préoccupe pas de la santé et de l'amélioration du vécu quotidien de la population. Au sujet de ce dialogue, alors, qui doit participer au dialogue? On a des centaines de partis politiques,
on a la société civile plurielle, nous avons les chefs coutumiers, il y en a qui vous a précédé ici, qui a dit ils n'ont pas leur place au dialogue, parce que ce ne sont pas des questions coutumières, ce sont des questions politiques. Qui doit participer à ces dialogues, à votre avis? Je pense Il faut une sélection, on ne prendra pas tout le monde. Je pense que les dialogues, l'objectif ultime du dialogue, c'est d'élever une option politique. C'est d'abord les acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition. Parce que nous irons au dialogue parce qu'il y a des problèmes. Nous irons au dialogue parce qu'il y a des divergences. Des divergences entre qui? Entre d'abord les acteurs politiques. Évidemment, ce sont les acteurs politiques qui n'ont pas permis à la CENI d'organiser les élections dans les timings. Parce qu'aujourd'hui, si vous le permettez, je vais dire que l'opposition a beaucoup de choses à reprocher à la majorité. Je suis de la majorité, je l'assume. L'opposition a beaucoup de choses à reprocher à la majorité. La majorité a également beaucoup de choses à reprocher à l'opposition. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'en 2013, la CENI publie un calendrier partiel, parce que la CENI avait estimé qu'au regard du tableau qui était en face d'elle, il fallait organiser des élections partielles. L'opposition a boycotté les calendriers de la CENI en demandant un calendrier global. En 2014, la CENI publie un calendrier global qui prévoyait déjà les élections présidentielles en 2016. La même opposition a rejeté, a boycotté ces calendriers en faisant pression sur la CENI, en cherchant même l'alliance avec la communauté internationale pour qu'on fasse pression sur la CENI. Et il n'y a pas un calendrier à ces jours. Donc, de ce point de vue-là, on veut qu'on organise des élections en 2016. Sur base de quel calendrier? Est-ce le même calendrier qu'on a rejeté ou bien notre calendrier qui nous proviendrait de la communauté internationale? Je pense que, étant donné que les élections sont des questions essentiellement qui concernent la population congolaise, et la Constitution dispose clairement qu'il n'y a que la CENI qui est habilitée techniquement à organiser les élections. C'est vrai, on nous reproche de n'avoir pas mis des moyens à la disposition de la CENI. Nous allons le dire au niveau du dialogue. On allait mettre des moyens sur base de quel calendrier? Parce que c'est une programmation qui s'est faite sur base d'une certaine prévision. Alors, parce que l'opposition n'a pas permis à la CENI d'avoir les calendriers, comment on va les faire? C'est vrai, dans une certaine mesure, on dit que, dans une large mesure, on dit que la responsabilité aussi, le gouvernement a aussi une part de responsabilité, l'opposition a aussi une part de responsabilité. Face à cette divergence, allons dialoguer. C'est comme ça que je dis que d'abord les acteurs politiques, et si possibilité il y en a, on peut associer maintenant quelques acteurs de la société civile. Voilà, dernière question au sujet du dialogue. Est-ce que vous voulez que les participants au dialogue reçoivent des per diem, tout ça? Est-ce que c'est important? Il y en a qui refusent cela. Je pense que ce n'est pas important. Je pense que ce n'est pas important. Là, je l'ai dit avec la fermeté, toute la fermeté qui existe au monde. Ce n'est pas important. Déjà, nous avons des problèmes de moyens. Déjà, nous avons des problèmes de moyens pour organiser les élections. L'objectif ici, c'est d'organiser les élections et d'avoir un processus électoral apaisé. Si on doit maintenant commencer à mettre des moyens à la disposition des gens qui vont au dialogue, je pense que ça s'appellerait gaspillage. Merci. Je veux qu'on organise les dialogues tout en ayant l'esprit de sacrifice. Et parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit se sacrifier pour les autres. Et les acteurs politiques, ce sont des leaders. Ils doivent se sacrifier pour que nous puissions sauver la nation qui est en danger. Une page économique dans ce journal, nous allons quand même parler de la situation économique au pays, avec le taux de change qui monte pratiquement tous les jours. On a connu le gouvernement Matata, le régime Kabila être un régime de la stabilité, mais pratiquement à la fin du mandat, tous les efforts du régime, tous les efforts de ce gouvernement volent en éclats. C'est un échec cuisant pour Joseph Kabila et son ministre, son premier ministre, Matata Ponyo. Merci de me donner l'opportunité de parler aussi de l'économie. Nous sommes habitués de parler tout le temps, on parle tout le temps de la politique, mais c'est quand même important. Alors, dans ces pays, lorsqu'on démontrait que nous avions stabilisé les cadrages macroéconomiques, les gens nous prenaient pour des gens qui faisaient la démagogie politique. Et aujourd'hui, les gens réalisent évidemment que les cadrages macroéconomiques étaient stables et aujourd'hui, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Bon, évidemment, avec le taux d'échange qui a connu un petit vous l'avouez, vous le reconnaissez, c'est bien. Oui, je reconnais. Okay. C'est comme ça que je vous ramène à la question du dialogue. Si on avait dialogué en 2014 ou bien en 2015... Ça, ce n'est pas la conséquence du dialogue. Je vais vous de la non-tenue du dialogue. Vous me posez une question, je suis en train de répondre. Allez-y, M. Zerbe. Si on avait tenu les dialogues en 2015, comme c'était prévu, il n'y aurait pas eu... Pas du tout. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Les fondamentaux de l'économie n'ont pas changé. La Banque centrale n'a pas recouru à la planche à billets. Parce que généralement, la planche à billets aussi occasionne l'inflation. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi?
Ce qui s'est passé, c'est la tension monte tous les jours autour du procès électoral. Les gens pensent que parce qu'il n'y aura pas des élections cette année, et l'opposition menace, on ne sait pas ce qui va arriver, avec des propos qui sont tenus de part et d'autre, les gens pensent qu'il y aura une tension. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les investisseurs désinvestissent. Il s'est fait que les gens préfèrent garder la monnaie. Et généralement, quand on garde la monnaie, c'est les dollars qu'on garde. Alors, sur les marchés, il y a un rapport de force entre les francs congolais et les dollars. Alors, parce que les rapports de force vont en faveur des francs congolais, c'est-à-dire que si vous avez 100 000 francs en poche et 100 dollars à côté, la tendance est de dépenser les francs congolais. Alors, on se retrouve avec beaucoup de francs congolais sur les marchés. Alors, la loi de l'offre et de la demande, lorsqu'un bien est abondant sur les marchés, il perd sa valeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les francs congolais sur les marchés comparés au dollar. Ça fait que c'est normal que le taux de change monte. Alors, la seule façon de décrisper cette situation, ce n'est pas par une formule économique ou scientifique. C'est tout simplement en apaisant la situation. Alors, la meilleure façon d'apaiser la situation pour notre pays, c'est d'aller au dialogue, rassurer les uns et les autres. Vous avez appris qu'il y a une grande entreprise au Katana qui a fermé. Dans ce cas, l'avenir de tout ce pays, c'est entre les mains du régime. Pas le régime, c'est les dialogues. Non, c'est comment? C'est vous qui dirigez, c'est pas le dialogue qui dirige. Oui, nous dirigeons. Heureusement que le gouvernement de la République, sous la haute direction du président Joseph Kabila, on avait quand même des fondamentaux qui étaient très bien gérés jusque-là. Moi, je pensais que c'était la chute, la baisse des cours des matières premières. Aujourd'hui, vous expliquez ça à des conséquences politiques, ça m'étonne. Non, bon, écoutez, la conséquence de matières premières, c'est depuis 2014. Alors, de 2014 au mois de janvier 2016, les taux d'échange étaient les mêmes. C'est vrai que la conjoncture économique mondiale a aussi un impact. Mais l'essentiel, je vous l'ai dit, sans réserve d'être contredit sur ces plateaux, que la crise politique en République démocratique du Congo, liée au fait que les gens pensent que si jamais on n'organisait pas les élections, par rapport aux déclarations de certains acteurs politiques de l'opposition, il y aura la crise. Les gens préfèrent se rétracter, les gens préfèrent désinvestir, les gens préfèrent garder l'argent dans leur banque. Et c'est comme ça que nous disons que si on apaise la situation, les gens, la situation économique va redevenir normale. Mais apaiser la situation, j'ai comme l'impression que l'espoir ou l'apaisement de la situation aujourd'hui repose sur les lèvres du président de la République. Parce que même lors de son dernier discours à l'occasion de l'indépendance, les gens l'attendaient. Les gens ont dit que le chef de l'État a manqué son rendez-vous en disant les choses claires. Si le chef de l'État se mettait devant une télévision, devant la chaîne nationale, pour dire « Chers compatriotes, soyez dans l'apaisement, je ne veux pas me représenter, tout va s'apaiser ». Non, mais vous ne le savez pas? Mais Floride, j'ai l'impression que vous tombez dans les pièges de nos compatriotes. C'est une question. Moi, je pose une question. Oui, mais vous tombez dans les pièges. Cette question tombe dans les pièges de nos compatriotes de l'opposition. Lorsqu'on a commencé cette émission, vous m'aviez dit que le président de la République, je crois bien à Kalemi, il a entendu les gens dire Oumela. Il a dit, j'ai entendu les gens parler de Oumela, mais nous allons plutôt aux élections. Vous avez dit que c'était une façon de nous mettre en garde pour dire que je ne veux pas de ça, selon l'entendement d'une catégorie de nos compatriotes, comme pour dire que le président de la République n'est pas fanatique. Le président de la République veut qu'on organise des élections. Oui. Alors, quand on parle des élections, et surtout que lui-même sait qu'il n'est pas candidat, donc je pense que c'est une question déjà résolue. Donc, je vais vous dire la vérité, que nous devons aller au dialogue pour apaiser les esprits. Nous devons aller au dialogue pour que nous puissions vivre la vie meilleure en République démocratique du Congo. Tant qu'on n'ira pas au dialogue, on n'aura pas décrispé la situation. Tant qu'on n'ira pas au dialogue, la tension, la crispation va toujours demeurer, ce qui n'est pas une bonne chose sur tous les plans. Ah, vous évitez la tension, vous évitez la crispation au pays, c'est bon. Mais pourquoi la majorité présidentielle, dernière question, veut organiser une série de meetings au pays? C'est pour quel objectif, dites-moi? Non, bon, je ne sais pas si la Constitution interdit à la majorité présidentielle d'organiser une série de meetings. La Constitution ne l'interdit pas? Alors, parce qu'au mois de mai... Parce que vous voulez tenir vos meetings au même moment où le Rassemblement organise leur meeting. Bon, c'est vrai que c'est une coïncidence. Je ne sais pas si je peux dire... Si c'est une coïncidence, pourquoi ne pas annuler et attendre que les autres organisent d'abord? Non, mais ça, c'est ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, ce sont les affrontements entre partisans. J'ai parlé de la coïncidence. Oui. Ce qui n'est pas bon,
c'est de dire que, parce que l'opposition, ça coïncide avec le meeting de l'opposition que nous allons animer. Gouverner, c'est prévoir. Maintenant que vous avez vu que c'est une coïncidence et que vous sentez que ça peut déborder. Moi, je n'ai pas senti cela, c'est toi qui sens cela. Mais je vous dis que ça va déborder. Non, ça cette va pas émission est déborder. enregistrée, ça va déborder. Non, ça ne va pas déborder. Ça va Dans la dégénérer. mesure où- Non, et surtout que ce n'est pas les mêmes jours. Ce n'est pas les mêmes jours. Au mois de mai, le PPRD a organisé au moins 3 meetings. Nous avons été à la foire, nous étions en face du palais du peuple, on a organisé des activités. Et les jours où nous étions à la foire, l'opposition a aussi organisé un meeting sur le boulevard Triomphal, vous connaissez les résultats. Donc le PPRD seul, face à tous les 150 partis de l'opposition, vous connaissez les résultats, ce n'est pas à moi de les dire ici. Au mois de juin, nous avons eu à organiser des activités. Oui. Et le 4 juin, nous avons organisé une grande marche, nous, le PPRD. Donc, ça n'a pas dégénéré. Alors, si on veut aussi organiser une activité pour le mois de juillet, parce qu'on l'a fait au mois de mai, on l'a fait au mois de juin, on veut faire aussi notre activité au mois de juillet, pourquoi on doit avoir peur de l'opposition? Merci beaucoup. Ou bien on doit avoir peur de ce qui va se passer après? En démocratie, on doit aussi accepter la contradiction. Serge Kadima, acteur politique, cadre du PPRD, le parti présidentiel, merci d'être venu sur ce plateau et commenter l'actualité avec nous. C'est moi qui vous remercie, M. Floride. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt. Avec le même plaisir.